Je suis donc prof de sociologie à l'Université de Franche-Comté, vous l'entendrez à mon accent, je vous le dis avant que vous m'embêtiez. Et je dois faire partie des quelques de la poignée de professeurs de sociologie qui enseignent encore la sociologie rurale en France. C'est vous dire l'importance que l'université accorde aux questions qu'on est en train de développer ici, même si par ailleurs j'ai des collègues dans les INRA qui ne sont pas nombreux, vous le savez bien, mais bref. Donc je viens de Franche-Comté, je vous parlerai de Franche-Comté puisque j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années sur cette région. Et en même temps, un petit peu de la Franche-Comté frontalière avec la Suisse. Donc j'ai eu l'occasion de manière plus récente de travailler avec les collègues suisses et sur les exploitations suisses, sur plutôt la question du rapport à la santé. Et moi, j'avais notamment travaillé sur le suicide des deux côtés de la frontière et on a montré que c'était assez catastrophique, enfin qu'il y avait un malaise très important chez les éleveurs, tant d'un côté que de l'autre, et sans doute pas tout à fait pour les mêmes raisons. Et puis je travaille actuellement avec quelques économistes de l'INRA sur, et puis d'autres sociologues sur la question de la... Je vous en dirai pas grand-chose parce qu'on commence sur la question de la valeur accordée par les éleveurs à leur exploitation, comment ils se représentent, ce que ça vaut, qu'est-ce qui vaut cher, qu'est-ce qui vaut pas cher, etc. Et moi, je travaillerai plutôt sur les questions de valeur symbolique accordée au patrimoine. Alors, moi j'ai plutôt pensé la demande qui m'était faite en donnant quelques éléments qui me semblent très importants chez les sociologues en tout cas, et qui sont rarement appréhendés, enfin pris en compte quand on parle de la transmission des exploitations agricoles. Bon, ici de l'élevage, mais c'est vrai d'une manière générale quand on réfléchit à cette question. Et il me semble que c'est des questions un peu fondamentales que le monsieur qui m'a précédé en juriste voilà, a un petit peu évoquées, mais qui ne sont pas, selon moi, des problématiques psychologiques, mais sont bien des problématiques sociologiques. Mais c'est pas grave, hein, mais c'est juste pour dire que je vais reprendre un peu des choses dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors, il me semble qu'il y a trois choses importantes que je vais développer rapidement parce que je ne veux pas faire un cours, mais trois éléments importants qui échappent, me semble-t-il, à la réflexion et sur lesquels je voudrais dire quelques mots. Première chose, la question du temps. La transmission, je vais vous le développer tout de suite, n'est jamais posée dans une problématique de temporalité longue. Je vais y revenir, ce sera mon premier point. Un deuxième point qui consiste la question de l'exploitation familiale. Alors, je ne pouvais pas passer à côté de ça dans la mesure où les éleveurs sont quantitativement, je crois, les plus nombreux à travailler encore en couple. Hein, si on regarde les derniers résultats de Jacques Rémy et Christophe Giraud, etc., on voit bien que que la population agricole sous forme de l'exploitation familiale telle qu'on la pense, hein, depuis le début de la sociologie rurale. Donc, vu que c'est encore un métier de couple de manière très importante, bon, j'en dirai deux mots. Et puis enfin, je voudrais revenir sur quelques éléments que j'appellerais la violence de la transmission, c'est-à-dire qu'est-ce qui tombe sur la tête d'un successeur quand il reprend l'exploitation, en dehors du fait que
il va être considéré plutôt comme un privilégié au sein de sa fratrie. Qu'est-ce qui l'oblige, hein? Je vais le dire comme ça dans la mesure où, pour commencer mon propos, je considère que l'acte de transmettre ou que la transmission, c'est un processus qui consiste à engager des acteurs, les cédants, le successeur, les collatéraux au sein d'une fratrie, dans une logique de réciprocité. C'est-à-dire que transmettre, c'est aussi s'installer, ou s'installer, c'est aussi transmettre. Et il n'y a pas, alors on entend, enfin en tout cas moi peut-être que c'est parce que je ne suis pas assez attentive, mais il me semble qu'on entend assez peu, voire rarement, cette interaction entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Et un peu appuyé sur les ancêtres anthropologiques, notamment Marcel Mauss, je pense que la transmission, c'est le résultat de 3 obligations: donner, recevoir et rendre. Et ce donner, recevoir et rendre, qui va aller d'ailleurs un peu dans tous les sens, puisque celui qui donne sera un jour, a été un jour celui qui a hérité ou celui qui a reçu, et il rend d'une certaine manière en redonnant aux générations suivantes ou non. C'est-à-dire qu'on peut aussi, et c'est ce qu'on va rencontrer dans les problématiques de rupture de transmission, c'est-à-dire quelqu'un qui, après X générations qui le précèdent, se trouve chargé d'un endettement au-delà de l'endettement économique, d'un endettement symbolique qu'il est chargé de réaliser. S'il ne le réalise pas, il est considéré comme le maillon qui pose problème dans la chaîne générationnelle et qui met fin quand même, pas seulement à un héritage économique, mais à une histoire familiale ou encore à une mémoire familiale qu'il faudra assumer à l'égard des survivants, hein, si la génération précédente a disparu. Il faut déjà l'assumer auprès de la génération précédente, mais il faut l'assumer dans la génération aussi coprésente ou suivante. Ces 3 obligations, elles se déroulent dans un temps long, qui est celui des générations, et on ne peut pas travailler sur la transmission sans réfléchir à la durée, à cette question de temps, hein, de temps long, où des histoires longues s'entrecroisent, des histoires individuelles, des histoires familiales, qui s'inscrivent aussi dans la grande histoire. Et plusieurs d'entre vous ont dit tout à l'heure combien l'histoire de la politique agricole est importante dans la possibilité de transmettre, dans les modes de transmission, dans la relation que les acteurs vont avoir à la transmission. Et de la même façon, l'histoire économique, est-ce que les gens tirent un revenu de leur travail ou bien pas? Tout ça va conduire à des facilités de transmettre ou des difficultés de transmission. Bon, c'est tout ce qui nous occupe aujourd'hui. Donc, ça n'est pas seulement l'histoire d'une famille qui est à prendre en compte dans la transmission, c'est aussi l'histoire politique, économique du moment. Alors, c'est, moi, me semble-t-il, une erreur que de considérer que transmettre, c'est le moment où on transmet. C'est justement pour ça que le temps long est important, c'est que quand on transmet, l'histoire est déjà écrite, j'ai envie de dire. Hein? C'est pas le moment où on se retrouve chez le notaire en train de transmettre à son fils qui est le plus important de la transmission, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans
l'histoire du cédant avec sa famille et avec ses aïeux, qui a été travaillé pendant tout le cycle de vie des acteurs et qui fait qu'à un moment donné, ça aboutit effectivement à un changement de main. Bon. Alors, les stages de préparation à la transmission qui ont lieu, en tout cas, moi j'en ai vu pas mal dans mon département, est-ce que ça a bien un sens de le faire au moment où les gens se disent « mais comment je vais faire pour transmettre ?» Est-ce que c'est là que la question se pose? La question, elle se pose bien avant, et elle a été, en tout cas, elle n'a pas forcément donné lieu à un consensus entre ceux qui cèdent et ceux qui reprennent, mais elle a été discutée. Elle a été discutée. Et cette transmission, elle commence par un acte que moi j'ai appelé la désignation, c'est-à-dire au moment où, dans ces familles, se mettent en œuvre des stratégies familiales de reproduction, on peut dire de transmission, c'est pas tout à fait pareil dans la sociologie française, mais enfin, on va garder le terme de reproduction ici. Stratégie familiale qui consiste à désigner un successeur au sein de la fratrie. Alors, évidemment, si j'avais en face de moi des étudiants, ils hurleraient en me disant « mais enfin, comment on n'en est plus au temps où on est désigné pour devenir éleveur, on fait le choix, on fait ce métier-là parce qu'on l'aime, etc. » Et c'est pour revenir aussi sur la passion, la question, je ne sais plus qui l'a posée tout à l'heure. Ils ont appris à être passionnés pour un certain nombre d'entre eux. Hein, et ils ont appris parce que depuis tout petit, on a dit c'est celui-là qui vient avec moi, c'est celui-là qui va au comice, qui va présenter les animaux, parce que lui, il a ça dans le sang. Voilà. Mais les autres, ils ne l'ont pas. Hein. Et si vous interviewez des enfants, ce que j'ai fait, en leur disant « mais alors toi, tu l'as pas dans le sang, toi, t'aimes pas ça ?» Ben, ils m'ont dit « ben si, mais mon papa, il dit toujours que c'est lui. » Donc voilà, c'est le petit frère, c'est le... Bon. Donc, il y a... Alors, c'est un exemple que je prends, c'est pas une démonstration, hein, quand je dis ça. Moi, j'ai travaillé donc sur la question de la transmission et j'ai mis en évidence qu'il fallait cumuler 3 critères pour être probablement successeur. Il faut, dans l'élevage, hein, il faut être né dedans, c'est-à-dire faire la preuve d'une filiation biologique avec celui qui cède. 84% des exploitations sont encore des exploitations familiales, hein, quand même. Bon. Donc il faut être né dedans. Ça donne quand même une idée aussi de comment le métier ferme l'entrée dans la profession. Enfin, moi, je pense qu'il faut réfléchir à ça. Parce qu'on peut pendant des années écouter les gens dire « mais il n'y a pas d'installation, ils ne veulent pas s'installer, etc. » Mais ils ne veulent pas s'installer. Il faut faire de la place pour que les gens s'installent. Et si les successeurs familiaux ne veulent plus succéder, eh bien, il va bien falloir ouvrir la porte, ou bien disparaître. Et c'est quand même dans ces termes-là que ça se pose pour un certain nombre de professionnels. C'est est-ce qu'on préfère ou donner à l'agrandissement, enfin, ou mettre l'exploitation dans le pot de l'agrandissement de manière à rester dans on quitte la famille pour la profession, hein, ou bien est-ce qu'on accepte d'ouvrir à d'autres enfants que ceux que l'on a désignés au sein de la famille. Donc je vais y revenir, première chose, être né dedans. Deuxième chose, être un garçon, hein, moi je m'excuse, mais les 24%, je sais pas quoi, de femmes qui s'installent, pour une grande partie, ce sont des transferts entre les époux. Hein? Le monsieur, il prend sa retraite. La dame, elle n'a jamais eu de statut, donc hop, elle devient chef d'exploitation parce qu'elle a 4 ou 5 ans de moins que son époux. Ça, c'est des créatrices d'entreprises, ça? Oui.
Ben oui, elles rentrent dans les nouvelles installées. Je pense que... Et surtout, elles servent à attendre que le successeur succède. Voilà, les femmes, elles servent à faire le lien entre deux hommes. C'est pas compliqué. Leur mari est le fils. Pour une partie d'entre elles, il y a des vraies installations, enfin des vraies, vous me comprenez, hein. Et je parle de l'élevage, je ne parle pas des petits fruits, voilà. Hein. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit? Être une fille, être un garçon, pardon. Donc, être né dedans, être un garçon. Et moi, au moment où j'ai observé, il fallait être un cadet de fratrie. Alors, bon, je ne veux pas vous reprendre ma démonstration ici, puisque ça m'a étonné moi-même, puisque bien sûr, tout le monde dit qu'il faut être un aîné pour reprendre. Bon, eh bien, il se trouve que... dans les conditions, au moment où j'ai fait mon enquête sur cette question, le problème a toujours été d'ailleurs de faire une cohabitation, enfin de rendre la cohabitation entre le père et le fils la moins longue possible. Hein. Et donc d'aller chercher le plus loin dans la fratrie pour laisser le père à sa place de cédant tant qu'il veut rester, et puis permettre d'ajuster, hein, il y a un processus d'ajustement entre ceux qui partent et ceux qui entrent. Bon, je ne suis pas la première à dire ça, Bernard Zarka qui a travaillé sur les artisans l'avait aussi montré, enfin... Voilà. Bon, donc ces trois critères vont favoriser le fait d'être un potentiel successeur. Mais les choses sont jouées quand même assez vite. Donc les choses sont jouées assez vite. On va plutôt aller du côté du plus jeune, enfin de celui qui sera le mieux placé dans la fratrie pour succéder. Hein. Donc tout ça va produire un élu et des exclus. Un élu de la transmission et des exclus de la transmission, vous me comprenez bien, celui qui reprendra la place du père sera évidemment l'élu, les autres des exclus. Il faut les prendre en compte parce que dans la logique que je décris au début de donner, recevoir et rendre, on a bien des cédants, un successeur potentiel et des collatéraux, et pas simplement des parents et un successeur. Enfin, c'est pas l'interaction à prendre en compte, c'est avec tout ce monde-là. Hein. Et tout ce monde-là, dont un garçon qui aurait bien voulu, mais c'était pas pour lui, des filles qui sont de toute façon, qui ont très vite intériorisé leur rôle, que c'était ailleurs pour elles que ça se passait, hein, éventuellement avec un célibataire d'autres familles un peu plus loin dans des villages voisins, mais en tout cas, elles savent assez vite. Et moi, je peux vous assurer, alors on peut me dire, oui, mais la Franche-Comté, c'est reculé, là, c'est l'Est, là, ils sont en retard et tout. Mais je vous assure que quand on dit aux éleveurs, mais pourquoi vous n'avez pas, comment ça se fait que vous n'avez pas transmis à votre fille, par exemple, fratrie sans garçon? Eh bien, ils vous regardent en disant, mais c'est même pas une question, quoi. C'est même pas une question, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être éleveur, femme, enfin, être héritière, sauf si on a beaucoup de patrimoine et qu'on installe, mais ça, Philippe Perrier-Cornet, etc., ont bien montré tout ça. Si elle s'installe, c'est sur des plus petites surfaces et pas dans des situations identiques à celles de leurs frères. Bon. Donc il y a des gens qui sont des déçus de la transmission. Enfin, il ne faut pas faire comme si les choses se passaient comme ça. Et autant, de la même façon, enfin, d'une autre façon, il y a des gens il y a des collatéraux qui sont très contents que la transmission soit assumée par un frère, de manière à ce que la famille perpétue son histoire dans les villages, etc. Donc c'est pas non plus toujours du conflit
mais ce n'est pas non plus toujours de la solidarité. Hein. Ce n'est pas toujours des fratries pour lesquelles il ne se passe aucun problème. Alors, moi, ce que je veux simplement dire par là, c'est que cette interaction entre entre tous ces acteurs, elle combine bien sûr un objectif de rentabilité économique. Quels sont les parents qui vont transmettre sans souci une exploitation qui leur semble terriblement difficile à produire un revenu correct pour eux-mêmes, ou qui se disent mais entre le moment où c'est installé et le moment où et maintenant c'est beaucoup plus dur, etc. Donc vous voyez, ils sont pas si retardés que ça. Hein. Ils veulent évidemment faire que leurs gosses vivent de son travail. Bon, donc la rentabilité économique, c'est une évidence qu'elle est au cœur de, la transmission va se faire ou va pas se faire. Bon. Sur les modalités de transmission, c'est un peu une autre affaire. Mais c'est aussi, et c'est là-dessus que je voudrais insister, c'est aussi assumer ce don et ce contre-don pour les acteurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre les héritiers dans une situation qui les met dans une difficulté de rendre, c'est-à-dire de faire que 3 ans plus tard, ils disent pas, bah non, moi je peux pas, hein, moi ça y est, moi je mets la clé sous la porte et puis maintenant, tant pis, j'ai essayé, j'y suis pas arrivé. Et c'est aussi à partir de ces questions-là que la transmission est un processus très violent. Hein. Je crois qu'on ne mesure pas on ne mesure pas nulle part, je crois, pas plus dans la profession que chez les intellectuels qui observent ce fonctionnement, la dette qui pèse sur les épaules de celui qui succède. On dit beaucoup, mais c'est un privilégié, hein, c'est celui qui a succédé, c'est un privilégié. Les parents, eux, disent « Ah ben, son frère a la belle vie, il a bien raison d'être allé à la poste, hein, parce que c'est quand même très difficile. » Du coup, ils vont soutenir le successeur de manière à, pour eux, avoir la représentation que la transmission a été réussie, parce que tout l'enjeu de la transmission, c'est de durer. Tout l'enjeu de la transmission du patrimoine, c'est de durer. Autrement, il n'y aurait pas tant de problèmes autour de la question de la transmission. On n'y arrive pas, on file au voisin, il agrandit son exploitation, et puis il n'y a pas de problème. Ou éventuellement, on vend, puisqu'il y a des candidats à l'installation, beaucoup. Hein. Nous, on est à côté de la frontière suisse, je répète, les éleveurs qui veulent passer de la Suisse à la France, c'est pas compliqué, ils ont les moyens. Les éleveurs qui sont côté français, ils ont aussi donc des acheteurs potentiels qui ont les moyens. Eh ben, on se rend compte nous on a observé j'ai entre autres une étudiante qui a fait sa thèse là-dessus, Marie Gillet, on a observé des hors-cadres familiaux au moment du PRI, du plan régional d'installation dans les années 2000, je n'ai plus la date exactement en tête, où on a suivi des cédants avec les hors-cadres qui prétendaient à s'installer chez eux. La question financière était une question, mais le cédant ne prenait pas dans les différents prétendants ce qu'il voulait, c'était quelqu'un qui attestait du fait qu'il était né dedans. Pas dans la famille biologique, mais dans la famille professionnelle. Alors, s'il était suisse, donc qu'il avait les moyens, non mais c'est une vraie question, et que d'autre part, il était déshérité
dans sa propre famille. Quand je dis déshérité, c'est pas vrai, mais il n'avait pas obtenu la place de successeur dans sa propre famille. Dans ce cas-là, on considérait que les compétences, il devait bien les avoir, et on transformait cette économie du don, cette transmission, en une relation, on fabrique de la parenté. On fabrique de la parenté. C'est-à-dire que c'est un fils adoptif, celui qui va arriver. Et on l'a constaté pas que sur les situations suisses, je la prends parce qu'elle est intéressante, puisqu'avec les Suisses, les cédants, ils pourraient dire, bon allez, hein, on vend à un très bon prix, ils vont continuer, ils vont faire du comté, puisque c'est de chez eux que vient le gruyère, donc ils ne sont pas plus bêtes que nous, voilà. Et donc cette situation économique très positive, hein, pour transmettre, ne suffit pas. Et ce qu'on va chercher, c'est à trouver un enfant qu'on n'a pas pu fabriquer soi-même, et on va fabriquer avec lui des relations de parenté, c'est-à-dire que l'affiliation biologique qui fait qu'on est pris dans cette économie du don, quand elle disparaît parce qu'il n'y a pas de successeur, on la reconstruit. Hein, et on la reconstruit jusqu'à la cédante qui dit, mais vous savez, alors c'est quand même mieux qu'il soit marié, hein, parce que s'il est marié, ça veut dire que... oui, ça veut dire qu'il y a enfin une femme qui va faire ce qu'elle fait dans les situations actuelles, c'est-à-dire faire le lien quand il sera le temps de faire le lien. Puis s'il y a des enfants, c'est encore mieux, parce que la cédante, elle est prête à s'en occuper le mercredi après-midi. Exactement ce qu'elle ferait avec son fils installé au bout du village. Et puis le congélateur, mais vous savez, il n'y a pas besoin d'en acheter deux. On en a un, on peut faire congélateur commun. Vous voyez, non mais ça va loin, la construction d'un rapport de parenté, qui n'est pas sans poser problème avec les autres collatéraux. Parce que si on installe un hors cadre familial, les choses se passent de manière un peu différente du point de vue de la transmission économique du patrimoine. Hein. Donc la question moi la question du hors cadre familial, elle m'a beaucoup intéressée parce que évidemment on garde la structure élevage laitier, travail de couple, etc. Mais on est obligé de voir comment la profession se débrouille avec ce qui n'est pas, ce qui n'atteste pas d'une filiation biologique. Donc, l'absence de successeur, évidemment, va rendre visibles ces situations-là. Sur la question des installations hors cadre, en Franche-Comté, et en Suisse d'ailleurs, les gens s'installent en élevage bovin-lait, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui arrive avec un projet petits fruits, il passe pas la barre des organisations agricoles. Hein. Il y a un moment donné, on lui dit, ou du conseil régional, hein, qui dit non, mais vous savez, les petits fruits dans le Doubs, c'est pas fait pour ça, hein, la terre. Hein. C'est fait pour faire du lait et du comté. Voilà. Parce que je parle beaucoup du comté, mais il y a quand même beaucoup de producteurs de lait, hein, qui sont en lait industriel. Voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais dire aussi sur les hors cadres? Oui, qu'on ne vend pas toujours au plus offrant, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours la relation économique qui prime dans la transmission. Ah oui, puis je voulais dire aussi que, curieusement, dans les installations hors cadre qu'on avait observées, enfin pas si curieusement que ça, mais c'est deux échecs qui se rencontrent. C'est un cédant qui n'a pas pu transmettre, et puis c'est un successeur qui n'a pas pu succéder, familialement. C'est particulier, cette interaction-là. Parce qu'en fait, chacun veut aider l'autre, chacun retrouve son père ou son fils dans les yeux de celui qui arrive. Et donc, bon voilà. Et puis, c'est le mariage de deux échecs. Mais des fois, ça marche, hein. C'est pas pour ça que... voilà. Et puis la dernière chose sur la transmission, parce que je ne sais pas depuis combien de temps je parle, c'est assez, non? Bon. La dernière chose sur la transmission, c'est
c'est le déni de transmission. Ça, c'est absolument... c'est-à-dire que tout le monde veut transmettre, mais tout le monde dit qu'il ne veut pas transmettre. Quand moi, j'ai vraiment interviewé beaucoup de cédants, et quand j'ai dit, mais quand vous avez voulu transmettre, etc. Ah non, 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 mais... non, non, mais moi, j'ai rien fait pour, hein. Alors, j'ai rien fait pour... qui va se décliner de manière différente en fonction du moment de la transmission, si elle est lointaine, si elle est proche. Mais c'est aussi... c'est lui qui a voulu. Hein. Donc, transmettre se transforme en installation. Hein. Je n'ai pas voulu je ne suis pour rien dans ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a un déni de la responsabilité de la transmission, jusqu'au moment où la transmission est réussie, mais pour que la transmission soit considérée comme réussie, il faut qu'il y ait une génération qui soit passée déjà et qu'elle ait transmis aux petits-enfants, enfin, pour que le cédant voit la filiation continuer dans la génération suivante. Et puis si vous interrogez des jeunes successeurs, eh ben, ils vous disent, au moment moi je me suis fait tout seul, hein. On ne m'a rien transmis. Hein. Et quand on est dans l'exploitation et qu'on dit mais quand même cette maison-là, c'est bien la maison de vos parents, ils sont allés construire là-bas au bout du village, mais et puis c'était à vos grands-parents ou pas d'ailleurs. Oui, 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 mais ça, si vous aviez vu l'état quand j'ai repris. Donc, il y a... Et puis alors, je vous passe les savoirs et les savoir-faire. Heureusement que je suis arrivée parce que mon père, il était quand même temps qu'il passe sa main, quoi. Hein. C'est pas lui qui a fait installer le robot trayeur, etc. Heureusement que j'étais là. Hein. Donc il y a un peu une... c'est drôle puisque la transmission c'est des choses qui les relient et en même temps on voit bien comment là ça sépare. Enfin, comment on ne peut pas dire ce lien, hein, que c'est difficile à assumer. Voilà, donc moi, je l'ai vu dans d'autres travaux sur la transmission, hein, sur de la transmission de patrimoine dans des familles qui n'ont rien à voir avec l'agriculture et où, c'est pareil, il y a un déni de transmission. On ne veut pas reconnaître sa responsabilité dans la transmission. Alors, bon, la violence, pour finir là-dessus, ben, elle est évidemment sur ceux qui n'arrivent pas à assumer ce rôle. Vous savez, Jeanne Favret-Saada, vous connaissez sans doute ses travaux, qui a bossé sur la Bretagne, hein, beaucoup, et sur le bocage normand, et qui a travaillé sur la sorcellerie. Je ne sais pas si ça fait partie de votre littérature, mais elle est assez connue. Hein. C'est une, je crois, des seuls anthropologues qui aiment vraiment insister là-dessus, et qui montre bien que les successeurs ont une dette qui... il faut la payer, et il faut la payer en continuant l'histoire familiale. Voilà. Alors, qu'en sera-t-il? Je ne sais pas, des relations, des hors-cadres. Quand même, oui, sur les hors-cadres pour finir, dans la cession dans la vente, en tout cas, des hors-cadres familiaux, en Franche-Comté, il y a une chose qu'on garde, c'est la terre. Et c'est pas, enfin, moi je verrai ce que donneront les enquêtes sur la valeur, mais ça n'est pas parce qu'on a un attachement à la terre, parce qu'ils vous parlent que des vaches. Ils ont non mais c'est vrai, ils ont un attachement à l'animal qui est, voilà, qui est historique, hein, aussi. Mais, et puis qui fonde le système de production, vaches laitières, foin, fourrage et comté. Mais oui, voilà quoi. Bon, je vous remercie de votre attention.